Ouais, c'est stable. Cool. Bon, bonjour tout le monde, merci d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Jean-Gabriel. Je travaille chez GitLab. Puis je vais vous présenter comment on a. En fait, je vais vous présenter le projet sur lequel j'ai travaillé dans les derniers mois, qui est comment on a transformé GitLab en graphe. La présentation va couvrir deux sujets principalement. Va couvrir le data pipeline puis le query compiler qu'on a fait. Il va y avoir beaucoup plus de jus dans la présentation sur le data pipeline parce que c'est la partie que j'ai l'idée, c'est la partie que j'étais responsable. Fait que j'ai beaucoup plus à dire que l'autre partie où j'ai contribué, même si où j'ai contribué un peu. Ouais. Fait que, premièrement, juste pour établir, là, c'est quoi un graphe? J'ai dessiné un truc super simple, mais juste pour montrer qu'un graphe, c'est un schéma où des sommets sont connectés, où des sommets sont connectés entre eux par des arêtes. Donc, dans le cas, exemple de GitLab, là, on peut voir un utilisateur qui a créé Review une merge request. Cette merge request est dans un projet ou est dans un milestone, elle a certains labels. Fait que c'est essentiellement le GitLab en tant que réseau social d'interaction dans un graphe. Puis durant la présentation, je vais beaucoup appeler les sommets, donc le pipeline, projet, milestone. Je vais beaucoup les appeler des nodes, puis les relations entre eux, des edges, juste parce que c'est le thème que j'utilise au travail, puis j'ai vraiment de la difficulté à le traduire autrement. Ah oui. Fait que, avant de commencer puis montrer comment on le fait techniquement, je vais juste donner un petit peu de contexte de trucs qu'on peut faire maintenant qu'on a un graphe. Fait qu'une grosse limitation qu'on a avec GitLab en ce moment, pour nos utilisateurs puis même pour nous à l'interne, c'est que la seule manière d'accéder les données pour des LLM, des agents, pour faire des grosses queries, des grosses recherches, c'était par le REST API. Le problème avec le REST API, c'est que c'est un API qui est paginé. Fait que si on veut faire des recherches profondes, il faut passer à travers toutes les pages, probablement se créer notre propre data lake, puis après runner des queries analytiques là-dessus, ce que pas tout le monde veut vraiment faire, surtout dans un monde où on peut juste comme poser une question et avoir n'importe quelle réponse. Fait que je vais vous montrer quelques exemples d'utilisation. Ça va être surtout des images de cas simples à plus avancés, puis les autres use cases qu'on a trouvés. Fait que, premier use case, c'est super simple. C'est juste moi qui avais besoin de quelqu'un pour m'aider à review une MR dans un projet que je contribue pas d'habitude, que je connais pas vraiment les contributeurs non plus. Fait que, à cause qu'on a un graphe, j'ai pu juste demander une question. Trouve-moi un contributeur, un maintainer qui peut m'aider à merge ma merge request, surtout en ce moment dans ma time zone. Puis à travers le fait qu'il y avait le contexte que j'avais besoin, il était capable de tracer les fichiers, la merge request, qui a souvent review ce merge request, des merge requests qui touchent ces fichiers-là, puis il était capable de me donner quelqu'un. Puis j'ai pu utiliser ça pour merge ma merge request à temps pour la fin de semaine, ce qui était vraiment le fun. D'autres cas plus avancés, j'ai aussi juste comme envoyé une prompt comme ça, j'étais comme « Hey, peux-tu me trouver des pipelines qui sont des scheduled pipelines qui run sur une cédule comme à tous les, à tous les jours, à tous les 2 jours, à toutes les heures, puis me trouver ceux qui run, qui failent constamment, probablement dans des projets abandonnés, puis peux-tu me donner les coûts de ça? » Puis il était capable de me donner, une table avec des données de certains pipelines qui run, qui failent constamment, puis qui waste à peu près combien d'argent par année. Je trouve ça quand même cool. J'ai juste envoyé comme un prompt de mon divan, puis j'étais comme, wow, j'ai des chiffres, puis je peux vraiment faire de quoi avec ces chiffres-là, parce qu'ils mettent en évidence des choses que j'aurais pas pu voir dans des projets que j'aurais juste jamais pu trouver. Sinon, mon collègue a fait ça. Il était genre, trouve-moi les mentions de Knowledge Graph dans gitlab.com depuis 2024. C'est un peu un needle in the haystack problem, où on dit comme, on envoie une requête super vague, puis il faut que tu ailles chercher dans des entités que normalement, encore une fois, si tu veux faire ça avec un REST API, il faudrait que tu pagines à travers toutes les notes, toutes les work items, toutes les merge requests juste pour trouver le string. Mais là, ça, tu peux juste envoyer ta query. On va avoir une réponse pour toi vraiment rapidement, en fait. Puis un autre exemple, ça ne sert pas juste à des agents, ça peut aussi servir à des devs pour bâtir des tools. Comme on a un dev, on a un project manager à l'interne qui a juste vu qu'on avait un graphe qu'on indexait comme le code graph à partir comme du top-down, non seulement les fichiers, les folders, les fichiers et les définitions, mais aussi les liens entre eux. Puis il était comme, je pourrais juste bâtir Code Intelligence avec 3 queries à votre graphe. Puis ça, c'est une proof of concept qu'il a faite, mais je pensais que j'allais la montrer quand même. Là. Où on voit qu'on a les définitions dans le fichier, mais on a aussi comme les références, combien de fois cette méthode-là se fait appeler, ou dans la code base. C'est quand même cool. Fait que comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est un peu sur ça que la présentation est basée. Fait que notre défi technique, c'est qu'éventuellement, on va transformer une centaine de tables Postgres en graphes. Il faut créer un call graph pour tous les langages populaires. Puis, il faut aussi permettre de faire des requêtes expressives sur le graphe entier.
Comme je mentionnais plus tôt, là, quand on pense à des REST endpoints ou des API GraphQL, ça opère tout dans une certaine structure de données où il y a certaines libertés, mais pas beaucoup. Puis essentiellement, ce qu'on veut, c'est permettre aux LLM ou aux utilisateurs d'écrire des requêtes qui sont presque comme s'ils écrivaient une requête SQL ou du Cypher pour ceux qui connaissent les graphes. Envoyer directement cette requête à notre système, puis vu qu'ils ont toutes leurs données, on va leur donner une réponse qui est une réponse adéquate. On avait certaines contraintes à respecter à l'interne. C'est difficile d'ajouter une nouvelle composante à déployer. Il y en a peut-être ici qui utilisent GitLab pour leurs opérations à l'interne. Puis si vous le self-hostez, vous savez que vous avez peut-être des gens à l'interne qui sont dédiés, soit à temps plein ou à temps partiel, à gérer votre instance, qu'elle soit déployée dans le cloud sur vos serveurs. Commencez à aller voir les gens, puis leur dire, vous devriez avoir une nouvelle DB, genre un Neo4j. C'est pas nécessairement de quoi qui est possible, parce que probablement, il y a certains clients qui ne pourront juste pas aller chercher leur licence, pour des raisons peut-être légales, des raisons de PII, des raisons de GDPR, whatever. Il y a des gens qui n'ont juste pas envie d'engager l'expertise à l'interne pour maintenir ces DB-là. Puis juste, c'est l'augmentation des coûts d'infrastructure qui met un frein à l'adoption. Fait qu'à l'interne, on a une DB Postgres pour les opérations transactionnelles, puis on a une DB ClickHouse pour nos query analytics. Juste un petit bref là-dessus, quand vous storez des données dans Postgres, généralement, ils se ramassent storés par rangée. Fait que si vous voulez accéder à une colonne, vous devez aller lire la rangée, puis ensuite offset jusqu'à la colonne, lire la valeur. Tandis que dans ClickHouse, vu que c'est une DB Analytics, les données sont storées entre eux par colonne. Fait que si vous voulez faire une agrégation sur une certaine partie de la colonne, d'une rangée, en fait, vous avez juste à traverser cette colonne-là. Vous n'avez pas besoin de lire comme ligne par ligne, puis vous rendre à la colonne. Fait que ça rend certaines query analytics super rapides. C'est super le fun de travailler. Aussi, les données dans une DB comme ClickHouse sont storées sont ordonnées. Fait que tu vas ordonner souvent un sort order. Fait que les données sur disque qui vont être storées comme par exemple ID, en ordre. Fait que quand tu vas faire des queries, si tu veux y aller par range ou même des fois par date, si c'est dans ton sort order, ça va être super rapide. Évidemment, on devait respecter les permissions du système. On ne peut pas déployer un autre service à côté qui permet de bypass puis de leak les données de plusieurs organisations. Puis on se devait aussi de réduire le lag time le plus possible. Le but, évidemment, je sais que je le mentionne souvent, mais c'est pas de remplacer des primary key lookup dans un système transactionnel pour un REST API, des choses comme ça. C'est vraiment nous d'aller offrir une surface de query sur toutes les données d'une organisation pour des recherches profondes analytics. Fait qu'il fallait faire un choix. On a choisi de bâtir un graphe sur ClickHouse. Ceux qui connaissent ClickHouse, c'est probablement un choix audacieux, parce que ClickHouse est souvent utilisé pour soit de l'observabilité ou juste pour des query analytics de base, souvent pre-compute. Puis, vu nos contraintes, on a décidé qu'on allait se lancer. C'était déjà en production. On a déjà un data lake qui était basé sur ClickHouse. Puis, on a regardé en ligne, puis il y a commencé à avoir des gens qui bâtissaient leur propre query engine sur ClickHouse, puis il y avait drôlement des bonnes benchmarks. Fait qu'on s'est dit qu'on allait l'essayer. On a fait quelques benchmarks, puis on a décidé de se lancer. On a décidé de prendre le risque, on s'est lancé. Fait que concrètement, ça a l'air de quoi un graphe dans ClickHouse? C'est un peu plate. C'est juste des tables avec un peu de dénormalisation. Fait que dans le cas d'identité comme une merge request, ça se ramasse quand même en table qui serait similaire que dans Postgres. Sauf qu'on va faire quelques transformations des fois, que ce soit certains joins pour aller rapprocher des données qu'on pense qui ont beaucoup de valeur à être ensemble. Des fois, ça va être juste de convertir un enum d'un chiffre à du texte pour le rendre plus digestible par un LLM. Puis, on va quand même garder les foreign keys, même si les DB analytics souvent ne supportent pas les foreign keys en tant que tels, où ils vont aller valider la contrainte, valider que ce projet-là existe ou cet auteur-là existe. On les garde là quand même pour accélérer certaines de nos queries. Puis, en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dénormalisation qui va vraiment aller donner notre richesse pour pouvoir faire des queries de graphes dessus. Exemple, dans un cas, là, nos foreign keys vont devenir dénormalisés en Edge, où on va avoir la source pour dire, cette merge request-là est dans le projet, ça, même chose. Ensuite, les mêmes informations pour les auteurs. Les utilisateurs, où on va dire, cet utilisateur-là a author tel merge request, cet utilisateur-là a review tel merge request. Puis, un exemple de query qu'on peut faire, ces données-là qui est cool, c'est quand une seule query, je pourrais dire, donne-moi les utilisateurs qui ont review une merge request dans le projet avec l'ID 3,
donne-moi leur ID, nom, merge request ID, merge request name, puis project name. Ce serait une query que, évidemment, si tu as les accès à un API traditionnel ou à des données transactionnelles, tu peux stitch ensemble. Mais nous, on permet à un LLM de juste aller écrire la query, obtenir l'information. Là, évidemment, ça peut devenir vraiment plus fou que ça. Ça, c'est un exemple super simple pour matcher un peu les données. Fait que, comme j'ai mentionné plus tôt, on va éventuellement avoir une centaine de tables, peut-être même plus que ça, là, de Postgres qui vont être répliquées dans le data lake, puis nous, on va devoir retransformer en graphe. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va-tu vraiment écrire des DTO à main pour chaque nouvelle table? Écrire de la logique de transformation? C'est quand même un peu rough à maintenir, puis aussi, ça crée un méga volume surtout, ça crée un méga frein à l'expansion du graphe. On va-tu utiliser un ORM ou OK, les DTO vont peut-être être générés pour nous, mais il va falloir quand même écrire la logique de transformation en main. Probablement, c'est pas super fameux. On va-tu utiliser map string any? Non. Premièrement, c'est cool, mais il y a quand même un bon coût de sérialisation et de désérialisation à ça. Puis aussi, je voudrais vraiment pas avoir à mener la logique de transformation de ça, qui finirait probablement par avoir plein de downcast, puis plein de belles choses, belles surprises. Fait qu'on a décidé d'utiliser Apache Arrow. Fait que vu que notre data lake ClickHouse puis notre GraphDB sur ClickHouse encore, c'est des données où les données sont storées groupées par colonne, ben Apache Arrow, ce qui nous permet, c'est de donner un standard, un format en mémoire pour garder ces données-là. Fait qu'on peut demander à notre data lake de nous donner des données dans un format Arrow, zéro prix de désérialisation, puis après faire une transformation, puis aller réécrire dans notre graphe sans avoir à resérialiser une seule entrée. Fait un peu en code vraiment abrégé, ça a l'air de quoi? Ben, sur ClickHouse, on pourrait juste dire donne-moi certains fields d'une merge request dans le format Arrow Stream. Puis quand je reçois mes données, ben, je les reçois déjà en chunké, en record batch qui appelle. Fait que le vecteur de record batch, vous pouvez le voir là, comme le gros dataset chunké en groupe de données storées ordonnées par colonne. Puis ce qui est le fun, c'est que chaque batch contient le schéma dans lequel a été query. Fait qu'on n'a pas besoin de maintenir ça à l'interne. Puis, comme j'ai dit, les données sont ordonnées par colonne. Fait que quand dans une batch, tu as les colonnes, tu peux voir, par exemple, dans ce cas-là, les ID sont toutes serrées ensemble. Fait qu'on n'a pas besoin de DTO, pas besoin d'ORM, le schéma est avec les données, puis on n'a pas on n'a pas besoin de sérialiser puis de désérialiser les données. Mais, là, il faut les transformer. Ça, c'est la partie que je n'ai pas parlé. Il faut les transformer. Puis vous pouvez imaginer là, que je parlais de downcast avec map string any. Visuellement, ça n'a pas l'air tant mieux que ça là, pour faire des transformations de données. Fait qu'on a décidé d'utiliser Apache Data Fusion, qui est essentiellement un query engine pour faire du SQL sur des record batch Arrow. Fait que ce qu'on peut faire, c'est aller prendre les données qu'on a reçues de notre data lake, créer un espace mémoire où on va stocker ces données-là, puis on va pouvoir exécuter du SQL sur les données directement en mémoire. Là, ça devient intéressant. Parce qu'on n'a plus besoin, premièrement, on n'a pas besoin d'écrire de logique de sérialisation et de désérialisation, mais en plus de ça, notre SQL, notre transformation, devient juste du templating SQL. Si je peux assembler un beau petit string, je peux le runner en mémoire, je vais avoir un output en batch Arrow encore, puis je vais pouvoir le réécrire. Fait que, ce que ça donne en code, encore une fois, on a un peu la même query que j'ai abrégée ici, mais on peut créer une session où on peut enregistrer sous un certain nom une batch qu'on a reçue. Puis maintenant, ben, si je veux faire certains trucs en mémoire, là, dire respecter certaines règles, du genre on veut que le username d'un auteur soit en lowercase, je veux mapper un enum d'un chiffre à un string, ou je veux faire whatever sur la description, ben, je peux le faire avec du SQL. Puis ce que ça fait, c'est que je passe d'un format d'une batch en entrée, je la transforme, puis je peux la réinsérer directement dans une table sans avoir à écrire une seule logique de transformation. C'est tout géré par Data Fusion, puis moi, j'ai juste à écrire du SQL. Puis même chose quand j'avais parlé de la dénormalisation pour les edge, ben, je peux passer du même dataset que j'ai extrait en haut, puis je peux extraire l'information juste que j'ai besoin pour aller réinsérer dans notre table de edge où on dénormalise les relations. Tout ça, encore une fois, sans vraiment écrire de code, juste avoir du SQL. Puis ce que ça permet, ça, ben, nous, notre ETL, on peut l'étendre avec du YAML. Fait qu'à chaque nouvelle table qu'on ajoute, ou entité, ou whatever, on peut
juste créer un fichier YAML où on déclare des propriétés, un peu de metadata ETL, les relations qui sont créées de cette entité-là. Puis à l'interne, on va s'occuper juste de traduire ça en SQL, puis c'est notre seule logique. On traduit du YAML en SQL, puis le reste est géré pour nous. Évidemment, label est une entité comme super simple, vous pouvez voir, là, il y a 5 valeurs dedans. Il y a des cas plus complexes comme merge request, ça se gâte un peu, mais ça reste quand même relativement simple, si vous me suivez. On déclare les propriétés, là on voit que c'est une grosse classe avec beaucoup de propriétés, mais on voit que la seule chose qu'on a changé dans ce cas-là, c'est pour s'éviter à nous-mêmes d'écrire une abstraction SQL en YAML, on s'est dit on va juste permettre aux gens d'écrire une query, puis ensuite de rajouter les edges en dessous. Puis c'est un peu la même logique que plus tard, c'est juste que au lieu de dériver complètement la query d'extraction à notre data lake, ben on la prend telle quelle, puis on fait un peu de templating dedans. Puis ben, c'est pas mal comme ça qu'on l'étend l'entité. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ben, pour nous, premièrement, acheter une entité, c'est juste une petite merge request d'un fichier. Puis ensuite, si on veut amener des gens de d'autres codebases qui maintiennent d'autres parties du système de GitLab à venir review les trucs puis s'assurer pour nous dire est-ce qu'on utilise des fields comme du monde, est-ce que les descriptions qu'on a données aux fields sont correctes ou nous donner peu importe quelle direction information qu'on devrait acheter au graphe, ben, pour eux, c'est facile, ils n'ont pas besoin de comprendre le code, ils ont juste besoin de lire le YAML. Fait qu'on a fait ça, c'est cool, notre pipeline est extensible avec du YAML, pas de problème, mais maintenant c'est le temps de le rouler. Ouch, ça nous a pris 4 heures la première fois qu'on l'a roulé, 500 millions de nodes, 2 milliards de edge, 250 gigs. Ça a peut-être l'air cool, mais 4 heures, c'est vraiment long. Si on va relancer in the wild, si on doit réindexer des fois à partir de zéro les données, parce que whatever, 4 heures, c'est long, là, surtout à force d'avoir, quand on va onboarder des clients, on ne peut pas se permettre ça. Là. Fait qu'il a fallu optimiser. On a réalisé qu'on passait beaucoup de temps à passer ses écritures dans ClickHouse, on le bombardait, là, il n'aimait vraiment pas ça. On passait beaucoup de temps à juste attendre. Puis, il y avait tellement de back pressure que des fois, on tombait là. J'ai mis 30 000 rows par seconde, mais je suis pas sûr que j'ai déjà vu du 7 000 rows par seconde. Là. Puis, si vous avez 2,5 millions à ingérer, 2,5 milliards d'entrées à ingérer, puis vous faites ça à 7 000 rows par seconde, là, ça va être long. C'est long, puis c'est pénible, puis votre DB, elle aime vraiment pas ça. Là. Fait qu'on s'est lancé sur le sprint d'optimisation. On a dit qu'on faisait plein d'affaires mal, là, parce qu'on avait vraiment bâti notre système en mode, on va bâtir un ETL. On va extraire les données, les transformer, les loader, puis on va recommencer après, tout séquentiellement. Fait que la première chose qu'on a faite, c'est, je vais vous ramener un peu en arrière, là, mais on a changé pour que quand on faisait une transformation de données, au lieu d'attendre d'avoir tous les chunks d'arrow, on va juste commencer à les écrire à partir du moment où on a le premier. On va pouvoir créer un insert statement, puis juste aller streamer constamment les données à ClickHouse. Fait comme ça lui donne moins un gros chunk à digérer du premier coup. Puis si je reviens à Data Fusion, juste pour montrer, là, cette petite ligne-là ici, là, que Claude a générée, ben ça a l'air bien cool, mais ça marche, mais c'est vraiment une grosse perte de temps. On est mieux de juste effectuer la transformation, puis dès qu'on commence à avoir des données chunky qui arrivent, ben on commence à l'écrire directement à ClickHouse. Fait que ça fait des plus petits chunks, beaucoup plus digérables, puis la DB, elle a quand même beaucoup aimé ça. Ensuite, on a remarqué qu'on ne faisait rien pendant qu'on écrivait. On avait un ETL, mais on arrivait à la phase d'écriture, elle prenait quelques secondes, mais on n'était pas en train d'extraire la prochaine batch de données. Fait qu'on avait énormément de stall time qui était juste gaspillé à rien faire. Fait que là, ce qu'on s'est dit, c'est quand on écrit, on va juste commencer à extraire la prochaine batch. Fait comme ça, on passe vraiment d'un flow séquentiel à vraiment une usine là, de production, une chaîne de production qui continue. De l'eau. Ensuite, aussi, comme j'avais montré, là, des fois, comme j'avais montré dans la slide de ClickHouse plus tôt, là, une seule entrée, des fois, peut créer plusieurs edges. Fait que ça fait que, mettons, pour N entrées, tu vas peut-être avoir 3 N edges à écrire. Fait que si tu en as 500 000, tu en as 1,5 million à écrire. On attendait d'avoir transformé un edge, on allait l'écrire, on refaisait la même chose. Il y a encore beaucoup de fois de séquentiel, on décide de mettre ça en parallèle, ça sauve énormément de temps. Côté ClickHouse, on a réalisé que ClickHouse faisait beaucoup d'optimisation quand on insérait des données. Il les faisait genre au moment où on insérait avant de retourner que c'était un succès. C'était beaucoup de temps perdu là-dessus parce que nos données arrivent déjà d'une DB ClickHouse. Les transformations qu'on fait sont relativement simples, puis on les réinsère. Fait qu'on était comme, il y a déjà l'optimisation de l'autre bord. On peut juste transformer, puis réécrire, puis ClickHouse va délèguer ça en background, puis on s'est dit on peut se le permettre parce que les données sont relativement déjà ordonnées.
sont déjà dans une DB clicker, c'est qu'ils ils ont déjà été optimisés comme ils devraient l'être. Puis la dernière chose qu'on a faite, c'est qu'on a remarqué que pour les grosses tables, ben, on devrait les partitionner, les splitter en parallèle. Fait que si j'ai une table avec 200 millions d'entrées, ben, pourquoi est-ce que je laisserais un worker, exemple, faire ça de 0 à 200 millions? Pourquoi est-ce que je ne partitionnerais pas le travail en parallèle pour faire, mettons, 50 millions de rows par partition? Comme ça, j'augmente mon throughput énormément juste en parallélisant une seule table. Fait que ça, ce que ça a donné, quand même des gros résultats, on est quand même vraiment content. On est passé de 4 heures à 15 minutes. Puis ça, c'est... j'aurais aimé ça, malheureusement, j'ai pas pu le timer juste pour l'organisation GitLab. Mais on est passé en 15 minutes, puis honnêtement, je suis pas mal sûr que si on n'avait pas commencé à onboarder des design partners, des trucs comme ça, pas mal sûr que je pourrais allouer les ressources comme du monde puis le faire en bas de 10 minutes. Ce serait mon objectif. Mais on a quand même réussi à résoudre considérablement le temps. Fait que maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a... Ce matin, je me suis levé puis je me suis fait dire qu'il y a un design partner qui a été turn on, puis j'étais comme, ça se peut, c'est possible. J'ai été voir Grafana puis j'ai vu qu'il y a un petit spike. J'étais comme, OK, ça s'est passé, cool. Fait qu'on est je suis quand même vraiment content de ça. En plus, j'ai mergé la dernière merge request hier qui a fait le gros changement. J'étais vraiment dedans. Je suis yes, je peux en parler au talk. Fait qu'on va être 5 fois plus rapide, puis on est passé des fois à aller à genre 30 000, 7 000 rows par seconde à genre un steady 2,8 millions avec zéro changement d'infrastructure. Quand même vraiment content de ça. Ouais, c'est pas mal la fin de l'ETL. Avant d'embarquer dans Query Engine, au début, je pensais pas faire une passe question, mais j'ai quand même parlé beaucoup, là. Fait que je vais faire une petite pause, puis après, pause, question sur l'ETL. Yes. Oh, vas-y. Mais là, ce que je comprends dans le fond, là, c'est que le nouveau produit que vous réalisez, là, qui permet justement de faire des recherches et de linker plusieurs entités ensemble plus facilement, là, lui, vous le développez vraiment en parallèle de GitLab. Là. Oui. Right? Okay. Donc, la source de vérité de l'information des merge requests, puis des contributeurs, puis de key reviewers, puis de ça, c'est pas votre BD à vous. Vous, elle sert exclusivement à faire de la recherche puis à linker les entités entre elles. Donc, à représenter GitLab en graphe, c'est ça? Ouais. OK. Fait que 4 heures, c'est le temps que ça vous a pris de syncer l'ensemble des données que vous aviez vers vos systèmes de BD. Mais maintenant, là, une fois que c'est en prod, vous n'avez pas un resync complet à faire. Ouais, oui. OK, oui. J'ai oublié de mentionner. Oui, on fait... ça, c'est pour genre from scratch. Ouais. Dans from scratch, rien, mettons, le live, ça prend 15 minutes, exemple. Ouais. 15 minutes, tu as un graphe. Mais on fait aussi du incremental indexing aussi. J'ai oublié de le dire, basé sur des timestamps. À des fois qu'une donnée est répliquée de GitLab dans le data lake, elle reçoit un timestamp de quand est-ce qu'elle a été répliquée. Puis nous, on peut utiliser ça comme watermark ou comme checkpoint pour dire qu'on repart de ce point-là, repart du coin, fait qu'on réduit vraiment le dataset qu'on lit. Je ne l'ai pas mentionné, mais ouais, l'incrément, comme tu as dit, là, quand il y a des actions qui arrivent post ce gros truc-là, genre 15 secondes. OK, mais c'est vous qui allez, dans le fond, c'est votre système à vous qui allez lire la base de données qui est la source de vérité pour déterminer les nouvelles entrées. Vous n'utilisez pas un webhook ou une request. Vous avez un CDC? Le CDC Stream envoie les données au data lake. Nous, on query data lake, excuse-moi. Ouais, exact. Fait que, quand il y a un changement, c'est genre une quinzaine de secondes, puis c'est là. Puis, le 4 heures 15 minutes, là, c'est quoi le compute que vous avez là-dessus? Et il est bon. C'était pour les pods d'indexeur, je pense que c'était genre. Je pense que c'est genre 16 G de RAM, puis 16 G de RAM, 16 core, puis. Quoi de même. Puis genre 0. Je sais, pas 0 storage, mais on n'utilise pas vraiment de storage pour celui-là. Juste un. Non, on en a plusieurs, mais pour. Juste une machine, c'est ça? Juste une machine peut faire ça. On en a plusieurs parce qu'on a juste à ce point-ci plusieurs clients, mais le load n'est pas. On ne sépare pas le load d'une même namespace, exemple, sur plusieurs pour l'instant. On sépare le load des namespaces en tant que tel, mais pas dans le même namespace sur plusieurs. OK, mais est-ce que ton 15 minutes, c'est plusieurs namespaces ou juste... Non, c'est juste GitLab, notre entité, notre organisation à nous. Ces données-là, ouais. C'est peut-être pas précis. Quand je dis GitLab, je parlais de genre, on indexe notre organisation, là, les 15 ans d'histoire de GitLab, de l'organisation en tant que telle, pas les clients. Là. Si vous avez une organisation qui utilise GitLab en ce moment, là, le service, vos données ne sont pas là-dedans. Là. En gros. Oui, ouais, ça. Tu utilises Arrow pour ces trucs. Est-ce que vous avez d'autres potentiels candidats pour faire
faire ça ou c'est juste Arrow, c'est comme genre le. Arrow, ça marche puisque dans notre cas, les données, c'était des données, comme je disais, c'était dans une DB qui était déjà, où les données sont déjà groupées par colonne. Une DB comme ClickHouse, ça fonctionne. C'est sûr que normalement, ça va être supporté. On avait-tu d'autres options? Arrow, j'avais lu un peu sur OIDC, qui, je pense, il me semble que c'est un protocole pour, et j'aime mieux pas parler. Parce que je suis pas sûr que j'en sais assez. Est-ce que tu l'as même pour compléter là-dessus? Il n'y a pas genre parquet. Parquet, ouais, sauf que Parquet, ça aurait été. Parquet, en fait, OK. Parquet, ça aurait été plus une manière de storer notre data lake, essentiellement. Là. Parquet, c'est un modèle de. Ce serait essentiellement le Arrow, mais pour dans un fichier. Là. Pour storer les données columnar, groupées en colonnes dans un fichier. Puis on aurait pu avoir notre data lake en Parquet, mais la partie comme qu'Arrow nous donne, c'est vraiment la partie in-memory, où on query les données dans un format, puis on les réécrit dans un format. Puis c'est tout un format standard qui contient son schéma, fait qu'on n'a pas besoin de sérialiser en DTO. Mais il y a d'autres formats qui existent, mais on avait exploité une autre chose, c'était OIDC, mais pour vrai, ça fait quand même un bout, j'ai mieux pas parler sur cette techno-là, parce que je vais dire des trucs qui sont faux. Peut-être que tu as... Ouais, vas-y. ClickHouse, c'est quand même vraiment puissant, ça a tous ses avantages, mais le désavantage, c'est le manque de performance au niveau des updates, des délits. Oh! Et probablement que côté Postgres, oui, ça fonctionne bien, mais quand ça arrive pour être ingéré dans ClickHouse, vous avez des problèmes à ce niveau-là? La gestion OK. ClickHouse a un truc qui est super cool, qui s'appelle les Replacing Registry. Right? Ça, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est une table où tu peux lui donner, quand tu déclares la table, tu peux spécifier un champ qui va être comme ta source de vérité pour la dernière version. Fait que ce soit un chiffre ou une date. Tu peux dire comme ça, pour cette table-là, ce champ-là va définir la dernière version. Tu peux aussi spécifier un tombstone. Puis la manière qu'on fait notre delete, c'est un reinsert. Puis dans le stream CDC, quand quelque chose est délité de la Postgres, dans notre data lake, il va être marqué avec un tombstone. Puis nous, on est capable de juste répliquer le tombstone. Puis ensuite, on va aller. On a tous les jours, on a une job qui va juste aller archiver les tombstones. Ben, aller archiver les détruire pour de vrai. Mais oui, quand tu penses à ClickHouse pour ça, là, c'est vraiment un enjeu. La suppression des données, c'est un reinsert as deleted, puis tu essaies de le faire le moins possible. Il n'y a pas de secret. C'est un peu ça. Sounds good. Fait que maintenant, comment on query ces données-là? Encore une fois, 500 millions de nodes, 2 milliards d'edge. C'est quand même beaucoup de données là, à juste dire à un agent, tu peux, fais-toi du fun. Fait que faut donner un peu. Fait qu'on a fallu créer une bonne structure autour de ça. Encore une fois, le schéma du graphe est quand même massif. Là. Quand on pense à chaque entité, chaque relation, toutes les propriétés de ces entités-là, c'est quand même gros à juste feeder un LLM d'un coup. Là. Premièrement, ça va vous coûter cher en token. Personne ne va vouloir utiliser ça. Puis aussi, il y a vraiment le risque de hit la truncation, que le LLM soit juste comme tu me donnes un trop gros schéma pour ton tour, je vais le truncate parce que ça n'a pas de bon sens. Puis ça, ce que ça fait, ça pourrait vraiment mener à ce que les gens hallucinent des champs, hallucinent une query qui est juste pas possible, puis que ça fasse une mauvaise expérience utilisateur. Fait que pour faire ça, on a créé un outil qui s'appelle List Commands, un peu inspiré du lazy loading, où on va essentiellement donner un point d'entrée à nos agents, puis on va leur dire, on va permettre à l'agent, quand il veut utiliser le graphe, s'il veut l'utiliser, d'appeler ça, puis là, on va lui donner le contexte qu'il a besoin pour faire ses opérations. Puis la manière que c'est fait, c'est en fait pour que les agents peuvent progressivement découvrir le schéma, juste avoir les entités qu'ils ont besoin, juste avoir les relations qu'ils ont besoin, puis pour faire ces opérations. Fait qu'on a trois commandes en ce moment, là, get graph schema, get query DSL, puis query graph. Puis je montre ça dans l'autre. Là. Quand quelqu'un appelle list command, va recevoir évidemment les commandes, le schéma, la description, excuse-moi, puis les input parameters. Normalement, ça va être en passant, normalement, c'est un JSON schema pour ceux qui se demandent. C'est juste que si je mets un JSON schema, il n'y a personne qui peut lire ça à part les experts de JSON schema. Fait que condensé en un beau petit format lisible. GetGraph Schema va retourner à la base des entités puis les edges, mais va permettre à un agent d'aller extendre les nodes qu'il a besoin. Fait que si on pense à la réponse que j'ai demandé, parce que le screenshot que j'ai montré au début de moi qui demandait une requête pour
pour les pipelines, les jobs qui coûtaient de l'argent, ben là, le LLM peut juste aller expand les nodes, pour exemple, là, les jobs, les pipelines, les projets, puis avoir juste les propriétés, les edges reliés à ces nodes-là. Puis il y a juste assez d'informations nécessaires pour construire sa query, puis me redonner l'information. Ensuite, il y a Get Query DSL. Encore une fois, c'est vraiment une représentation simplifiée. Là. On va donner au LLM le framework à utiliser, le JSON schema à utiliser pour bâtir ses requêtes. Encore une fois, ça, c'est une version super simplifiée. Là. Je pense pas que ça rentre à l'écran, le JSON schema en arrière de ça. Puis, il y a le Query Graph lui-même, là où on donne au LLM la possibilité d'exécuter des queries. Ça se peut que vous ayez de la misère à lire, là, pour vrai. Là. Le DSL, il est vraiment pas fait pour qu'un humain écrive quoi que ce soit. Là. On n'a vraiment pas pensé à la pauvre petite personne qui pourrait aller écrire des queries à la main. C'est vraiment fait pour qu'un agent lise le schema, le query DSL, puis assemble ses queries puis les essaye. Mais dans ce cas-ci, là, on fait je l'ai lu 1 million de fois, cette query-là, fait que je sais, là, c'est un traversal pour trouver toutes les merge requests qui ont été merged dans le projet 42, puis on donne la relation à suivre. Et on dit « Donne-moi les 20 premières que tu trouves ». Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Query Graph quand on l'appelle? C'est là que ça devient assez technique et assez intéressant. Notre compilateur de requête est un peu là, comme ceux qui sont familiers avec les interpréteurs ou juste les compilateurs en tant que tels. Là, on s'est quand même inspiré de ça pour le faire. Là. On a un pipeline à plusieurs passes qui s'assure que du moment où on reçoit la requête, qui est validée, qu'on peut injecter les trucs nécessaires pour faire de l'autorisation, qui est exécuté, puis qu'après on valide que ce qui a été retourné dans les résultats, l'utilisateur y a accès avant de le présenter en réponse finale. Fait que plus en détail, on a une requête ici, là. Trouve-moi toutes les... Donne-moi des merge requests merge, puis les utilisateurs qui les ont merge. Les merge requests merge, puis les auteurs de ces merge requests-là. La première phrase qu'on fait quand on reçoit un input comme ça d'un LLM ou d'un service, c'est on va valider avec le JSON schema. Est-ce que ce qu'on a reçu, c'est valide? Puis est-ce que les entités dans la requête existent aussi? Un peu comme vous validez une requête REST. Là. Vous avez reçu un post de votre body, puis vous êtes juste comme... Vous êtes comme, est-ce que c'est valide? Oui, non. On passe, si oui, on continue, sinon on reject. Ensuite, lorsqu'on a un input correct, on va aller normaliser ce qu'on a reçu vers un format un peu plus interne, plus proche de ClickHouse. Par exemple, là, une merge request serait traduit en GL merge request, qui est le nom de la table. Ensuite, si la requête avait un select star dedans, essentiellement le colonne, si au lieu d'être ID, title, il y avait un star, on irait l'étendre en toutes les colonnes que ça peut être, dans le but d'être explicite, parce que dans un système comme ça, si tu es implicite, tu risques d'en manquer. Là. Si tout n'est pas explicite, ton compilateur ne pourra pas aller redact, parce que l'utilisateur n'a pas accès dans les champs, puis c'est sûr qu'ils vont passer. Puis d'un coup, justement, qu'on a ce format interne-là, bien, on va venir restrict, ce qui veut dire qu'on va regarder est-ce qu'on a des champs qui sont admin-only dans la database, puis on va aller, basé sur les permissions d'utilisateur, on va juste couper ces champs-là pour être sûr qu'ils ne se rendent même pas dans la ST. Ensuite, selon le query type, que ce soit un traversal, aggregation, neighbors, pathfinding, on va avoir une phase qui choisit un plan. Le plan va prendre la représentation interne qu'on a, puis va la transformer en une certaine structure d'AST selon l'action que l'utilisateur veut faire. Si vous avez déjà là, inspecté votre AST d'un langage, là, JS, whatever, c'est la même chose qu'on fait ici. Là. On crée une AST d'une query, puis ce que ça nous permet, c'est que maintenant on a un format structuré dans lequel on peut aller faire des opérations sécuritairement, qu'on ne pourrait pas faire avec une query en string, par exemple, parce que ce serait juste super risqué. Fait que la première chose qu'on fait lorsqu'on a assemblé notre AST, c'est qu'on va aller voir le select statement, puis on va ajouter des colonnes genre les ID, à toutes les entités qui ont été sélectionnées. La raison pour laquelle on va faire ça, c'est que plus tard, on va en avoir besoin pour aller redact certains trucs du résultat, savoir si l'utilisateur y a accès ou non. Ensuite, pour la sécurité, on va aller ajouter dans les conditions, on va s'assurer que chaque entité, chaque table qu'on query est filtrée par traversal path. Voyez le traversal path comme étant un groupe. On va s'assurer que la DB ne va jamais aller scanner. On va s'assurer au niveau de l'AST que la DB ne va jamais aller scanner quoi que ce soit qui est en dehors du groupe qu'un utilisateur a le droit d'accéder. Puis ensuite, on a une phase check. Ça, c'est genre un check qu'on a au runtime qui va s'assurer que tous ces trucs-là sont vraiment là. Ça sonne peut-être fou, là,
Parce que vous dites probablement, genre, tu pourrais avoir des tests unitaires, tu pourrais avoir des tests d'intégration, tu pourrais avoir whatever autour. Mais on s'est dit qu'on allait quand même mettre un petit check lightweight au runtime pendant qu'on a la ST parce que moi, je veux pas que ma face soit sur un headline LinkedIn qu'on a leak une des DB de nos clients entre eux. Fait que je préfère avoir un check au runtime qui est léger, qui m'assure que si it all goes wrong, au moins ça c'est bien mis en place. Ensuite, d'un coup, on a testé, qu'on a injecté les valeurs, qu'on a checké qui est correct. Bien là, on est safe à faire du code gen. On va générer le SQL, on va le générer de façon paramétrée, évidemment, pour s'assurer qu'on ne va pas injecter n'importe quel input que l'utilisateur nous a donné. Puis, on l'exécute, on l'envoie à ClickHouse. Lorsqu'on reçoit la réponse, on va avoir des résultats, on va avoir des rangées brutes. Puis, ça se peut qu'on ait certaines colonnes virtuelles à aller hydrater en temps réel. Ça, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, là, mais on a certaines colonnes virtuelles, ça c'est pour des trucs qu'on juge qui ne valent pas la peine de passer dans l'ETL pour avoir pour toutes les entités. Ça peut être l'exemple des merge request diff, des trucs super lourds, là, où on est juste mieux d'aller les chercher au query time versus les garder en mémoire parce qu'ils ne sont pas vraiment utilisés tant que ça. Puis quand ils sont utilisés, ben, c'est quasiment aussi rapide de juste aller les chercher. Ensuite, on va s'assurer d'appeler notre service d'autorisation, dire est-ce que l'utilisateur en ce moment a accès à toutes les merge requests qui ont été retournées par l'ID. D'où la fameuse étape là, où on allait injecter directement dans la ST. Puis on peut utiliser maintenant ces colonnes-là puis faire l'autorisation. Puis, si tout est beau, ben, on va présenter ça à l'utilisateur. Puis, la query est acceptée et présentée. Puis, on est sûr à la fin là, que tout le long, on a juste touché les données que l'utilisateur a le droit d'accéder, puis qu'on y retourne les données qui est autorisé à accéder. On a quand même beaucoup de sécurité là, de builder dans le pipeline, niveau structurel, puis c'est ça qui nous met en confiance. Puis, ben, c'est ça. Oui. C'est en prod, tu release, c'est ce que tu vois On a du monde qui commence à l'utiliser, mais c'est en mode design partner. Fait que c'est pour la raison pourquoi j'avais dit idéalement on publie pas. Ben, la partie technique c'est du code public, fait que c'est ce que c'est, mais les petites slides début de démo, ouais. Non, c'est pas en prod en ce moment. Ben, c'est en prod. C'était pas ma question. Les critères, les contraintes que tu as mis au début pour construire ce système-là, si tu les avais pas, c'est quoi que tu ferais différent? L'ETL, c'est une bonne question. L'ETL, je suis quand même content d'où on en est en ce moment. Là. Fait que c'est sûr que. On a NACI. OK. Tant que la DB est l'autre bord, c'est sûr que j'aimerais ça peut-être utiliser. Si j'avais aucune contrainte, j'aurais regardé Spanner Graph de Google. Parce que je pense qu'ils ont vraiment travaillé sur ce produit-là. Puis j'aurais vraiment été voir la performance, ça dit quoi, là, pour les query analytics, puis les query graph en général. Je pense qu'il offre une bonne section de query. Il supporte le CQL maintenant, qui est le next de Cypher V2, j'imagine. J'aurais probablement regardé pour construire sur Spanner. Ouais. Idéalement, une technologie qui supporte Arrow, parce que j'aime quand même comment c'est facile d'étendre le pipeline, tout ça, puis quand on peut squeezer de la performance. Ce serait peut-être la partie que je ferais différente. Si j'avais pas de contraintes, je ferais peut-être ça demain. T'as une liste? Yes, je veux savoir, les BD graphes, c'est quoi dans le fond? Pourquoi on a fait ça partout? C'est quoi leur problème? Pourquoi, dans le fond, on a des BD qui sont pas graphes, en fait? Pourquoi on a pas des BD graphes, c'est juste plus fast? En ce moment, nous, est plus fast notre use case, pas nécessairement parce que c'est un graphe, parce que c'est une query analytics qui nous permet de vraiment aller, genre, de la façon que les données sont storées ensemble, c'est vraiment plus rapide de faire ces queries-là. Côté comme rapidité, je dirais ça dépend de ton use case. Nous, GitLab est quand même un réseau social, là. Du moins si tu l'utilises comme pour tes merge requests, tes issues, tout ça, c'est plein de fourmis là, qui interagissent ensemble dans des notes n'importe où, puis qui se taguent ensemble dans un truc, puis ça crée un méga graphe. Nous, on peut tirer avantage de ce format-là. Je dirais que si vous avez juste un gros data warehouse, vous avez juste beaucoup de données, puis vous n'avez pas cet aspect comme réseau social-là entre eux, peut-être que ça ne vaut pas nécessairement la peine, mais des fois, il faut aussi. Mais des fois, on peut aussi élever sa façon de le voir, là, pour se dire que des fois, même le graphe, c'est pas juste comme les données dans un système, ça pourrait être
vos instances dans votre cloud liées à des merge requests qui ont été déployés ou liées à du code Terraform qui est lié à d'autres choses. Tu sais. Il y a certaines structures qui peuvent être cool d'aller tirer d'un graphe. Mais ouais, pas tous les DB sont tous des graphes parce que c'est pas idéal pour tous les use cases, je te dirais. On peut en jaser plus, je ne veux pas trop prendre le temps ici. Voilà. Moi, j'ai une question non technique, là, mais je me souviens que je t'ai genre écrit il y a 2 mois, je pense, pour donner cet offre. Puis il y a 2 mois, tu avais l'air à commencer le projet, comment t'en parlais. Non, ok, c'est un projet, mettons, de quelle envergure, de combien de devs, de combien de temps, genre, c'est une longue histoire, ce projet-là. Là. On a fait une première proof of concept de ça l'été passé. Là. Puis la proof of concept, c'était un serveur local, un knowledge graph qui tu pouvais indexer ta codebase. On buildait un code graph, les définitions ou les références entre eux. Ensuite, il y a eu une phase où c'était juste un peu comme essayer de... On l'a fait vraiment rogue, quand même. C'était comme nos managers qui nous avaient buy-in du temps pour aller faire ça sur le side. Une gang de gens à l'interne. Puis on a réussi à... Ça a été montré aussi au CEO. Puis il était comme cool, mais il faut que je fasse de l'argent. On était comme, t'as raison. Fait que c'est là que. Il y a une proof of concept sur on peut-tu faire ça en prod. Genre, ça marche-tu si je fais un graph avec pas juste du code, mais avec des entités, des issues, des merge requests, puis des affaires-là, on peut-tu tirer de l'information? Puis la proof of concept, ça a été concluante, puis on a commencé full sprint, dernière semaine de janvier, 4 devs jusqu'à là. D'où le workload, d'où les heures. Ouais, ok. Ouais, c'était un gros projet, ouais.